Ça va Youssef? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, très bien. Bienvenue dans le WIP. Le WIP, c'est le podcast le Work in Progress. On accueille des entrepreneurs et des personnes inspirantes au Maroc dans l'objectif de comprendre leur vie, comment ils sont arrivés là où ils en sont, de comprendre un peu les différents domaines dans lesquels ils ont bossé. Toi, tu as vu ton parcours, en fait, on s'est fréquenté un peu par le passé, et l'éducation, l'intelligence artificielle, l'artisanat marocain, voilà, pas mal de choses, marketing, branding, je pense que c'est des termes qui te parlent. Et du coup, on va en discuter un petit peu tout au long de ce podcast. Je vais te laisser déjà dans un premier temps la parole, que tu me dises un peu pour toi qui tu es, d'où tu viens et de quoi tu as envie de parler, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien. Youssef Ghalem, 35 ans. Je vais dire que je suis un passionné de l'exploration. Donc moi j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Initialement, je pourrais dire que quand j'étais petit, j'étais très actif, pour ne pas dire hyper actif. Je m'amusais à faire plein de choses. En fait, j'étais passionné par les super-héros. Donc, je sautais parfois, je regardais les escaliers, 10 escaliers, juste pour voir ce que j'allais. Batman, non, aussi, non? Ouais, en particulier, ouais, j'aime bien Batman. Moi, je me rappelle Batman quand j'avais 3 ans, mon père c'est un commandant flamarine, donc j'étais avec lui en bateau, en croisière. Et les marins s'amusaient à me maquiller en Batman. Donc quand j'étais tout petit, j'avais 3 ans. Donc, apparemment, c'est depuis très très petit. C'est incroyable parce qu'après, quand j'ai grandi, j'ai beaucoup apprécié sa personnalité et les valeurs qu'il représente. Bon, moi, si tu veux, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique en 2010. J'étais très passionné quand j'étais petit par les maths, par la langue. Mon rêve, c'était d'être un écrivain, donc de sortir un roman, un bouquin. Tu as sorti un livre déjà. Écoute, j'adore les histoires de façon générale. Donc, je m'en sers régulièrement dans le cadre de mes activités entrepreneuriales, donc storytelling, branding. J'ai même réalisé mon rêve, en fait. J'ai sorti mon premier livre il y a quelques mois. Mais ce n'est pas un livre, comme je l'imaginais au début, un roman, donc c'est plutôt un self-help guide. C'est top, hein. J'ai testé un petit peu quelques petites choses dedans, on en parlera tout à l'heure. Ah, donc tu as reçu le bouquin. C'est vrai que je te l'ai envoyé. Ouais, tu m'as envoyé, il est top. C'est vrai. En fait, ce qui est sympa avec ce livre, c'est que moi j'apprenais au fur et à mesure, je prenais des notes et in fine, j'ai rassemblé toutes mes notes. Donc pour résumer, c'est un livre qui est orienté sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle et qui qui donne des tips sur comment utiliser certaines choses avec des exemples de prompts, Exactement. avec des exemples de lignes de code à intégrer pour créer des scripts sur Google Sheet par exemple. Exactement. Okay. En fait, l'idée c'était de ne pas faire comme ce que font la plupart. Donc sur le web aujourd'hui, tu vas trouver plein d'entrepreneurs web qui vont te dire ouais, 100 prompts pour faire ceci, 1000 prompts pour faire cela. Moi, franchement, ça m'a un petit peu permis de sortir un petit peu de cette vibe. Donc quand j'ai vu comment les gens ils communiquent sur la chose, c'est comme si c'était un truc d'urgent, alors que c'est pas forcément urgent, c'est important. Donc moi j'ai voulu adopter une démarche différente en mettant l'accent plus sur des vrais use cases, pas sur un prompt qui va te permettre de faire ceci soudainement, mais plutôt sur un enchaînement de pensées, sur de la stratégie, sur de la créativité. La thématique, c'est sur les chiens, je crois, non, qui est... Écoute, pour les chiens, en fait, ça c'est une autre chose. En fait, le livre, il s'appelle Marketing Turbocharger avec 35 use cases augmentés avec l'IA. C'est des use cases auxquels ont recours les créateurs de contenu, que ce soit pour la création d'articles de blog, de newsletters, d'affiches publicitaires sur AdWords ou sur Facebook, Meta. Il y a plein de use cases. Il y a plein de use cases sur cet ouvrage, mais en parallèle, donc dans le cadre de mon apprentissage de tout ce qui est IA, j'ai voulu mettre en œuvre mon expertise qui est la création de marques. Donc j'ai voulu la mettre en œuvre dans la moulinette de tout ce qui est IA. Donc voir si avec l'IA j'allais parvenir à faire les choses qui me prennent beaucoup de temps et qui me demandent beaucoup de moyens et voir ce que ça donne. Et du coup j'ai développé, en fait j'ai commencé par un concept très sympa qui est le Ikigai. Concept japonais qui permet de définir sa mission. Il y a tout un livre autour de ça, non? Oui, mais c'est pas le mien, donc je pense que c'est quelqu'un d'autre, mais je ne connais même pas l'auteur. Hein. Mais la méthode... Tu peux expliquer le concept? Bien sûr, le Ikigai c'est 3 cercles et tu vas choisir l'intersection des 3 cercles. Alors tu as un cercle qui couvre tes passions, un deuxième cercle qui couvre tes compétences et un troisième cercle qui couvre un petit peu comment tu peux générer de l'argent. D'accord? Donc quand tu vas
trouver l'intersection, quand tu vas définir l'intersection, ce sont des choses qui automatiquement t'animent. C'est quoi? C'est quand même un peu une mission de vie? C'est un business qui correspond à tes passions, pour faire simple, et que tu es capable de réaliser avec tes compétences. C'est surtout ça, tu vois. Donc c'est une technique efficace donc pour définir, pour tracer. Et toi, tu as eu recours à cette technique, quoi. Moi, je l'ai fait naturellement. Je ne savais même pas est-ce qu'on l'appelait Ikigai ou pas. Mais quand j'ai appris qu'il y avait un gars qui l'avait appelé Ikigai, j'ai commencé à appliquer Ikigai, tout simplement. Et dans la formation, en fait, ou dans mon expérience de création de marque, j'ai commencé par Ikigai en me redéfinissant à zéro, comme si je n'étais pas Youssef. Donc, je suis un gars qui aime les chiens, qui aime le basketball aussi, qui aime les langues, qui s'y connaît en marketing digital, qui s'y connaît en e-commerce et qui vise le marché américain, par exemple. Je dis ça, je dis rien. J'ai mis tout un ensemble de concepts au milieu de la... Un ensemble de concepts, je mets ça à la moulinette, je demande à ChatGPT de me générer 50 niches qui correspondent un petit peu à mes savoir-faire et à mes passions. Et là, je me rends compte qu'il y a la niche des caniches, tu vois. Donc, la niche des chiens, et je combine ça avec le basketball. Donc, je suis vraiment sur une niche super spéciale. Mais c'est un vrai business à monter, ça, aujourd'hui? Écoute, pour motiver les gens à faire la chose et à lire l'ouvrage ou bien à voir la formation, je suis amené à montrer que ça marche. Donc, moi, à la base, j'ai des méthodes, des techniques qui me permettent plus ou moins de savoir cibler tel ou tel marché, de tester rapidement. Ce qui est important, ce n'est pas de réussir du premier coup, mais ce qui est important, c'est d'augmenter sa productivité et toujours garder un sens logique pour garder de la maîtrise, du contrôle sur son expérience, pour ne pas se laisser dépasser par la chose. Donc, dans cette formation, j'ai vraiment été hyper didactique. Des choses que font les experts un petit peu en marketing, en branding, on a essayé maximum de les simplifier, mais d'accélérer le process grâce à des outils IA. Donc, dans cette formation, par exemple, on a commencé d'abord par faire le Ikigai pour déterminer une cinquantaine de niches. J'ai après demandé à ChatGPT de me faire un petit benchmark, de me dire sur chaque niche combien est-ce qu'il y a, en fait, de me quantifier la taille du marché, du business, combien ça vaut plus ou moins. Moi, je ne me fie jamais à ChatGPT, jamais de la vie. Par contre, il est très logique et il donne des templates, des structures qui sont carrées. C'est des mathématiques derrière. Donc, moi, ce que je fais, je prends cette data-là et je la compare avec de la data qui est fiable. Je peux la trouver sur des sites web comme Google Keywords Planner ou bien sur SEMrush, donc des outils de SEO. Ça me permet de valider mes hypothèses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vite en mode assumptions, en mode hypothèse, et de valider ça rapidement, puis de continuer de tracer son chemin. Une fois que j'ai déterminé que c'était une niche intéressante, j'ai commencé à designer avec Midjourney des designs, donc design de chiens en forme de logo NBA. Tu vois, ça a donné un concept de fou. Et moi, j'ai adoré parce que moi, j'ai un chien à la base, Kété, c'est mon meilleur pote. Tu as un endroit où on peut voir tout ça ou pas? Oui, bien sûr, je vais te montrer. Ouais, tu nous montres ça. T'inquiète. D'ailleurs, écoute, je vais venir à ton domaine qui est le textile. Ouais. Alors, moi, pourquoi j'ai choisi... En fait, quand j'ai choisi les designs de chiens, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à la base, je sais très bien qu'il y a le print on demand. Donc, il y a des plateformes qui vont regrouper des centaines de producteurs textiles et qui vont donner le choix à l'entrepreneur de déterminer voilà, quel modèle ça lui plaît, ça coûte combien, délai de livraison, etc. Moi, je ne m'occupe de rien. Pas de stock, pas de logistique. D'abord, tu fais du dropshipping sur cette base? Si tu veux, c'est similaire au dropshipping, mais ce n'est pas du dropshipping. J'ai créé ma marque, en fait. C'est Barket Ballers. D'ailleurs, le terme Barket Ballers, ça veut dire, voilà, bark, ho, c'est en anglais. To bark. Et basketballer, Barket Baller. C'était sympa. Moi, j'ai adoré, franchement. C'était kiffant, tu vois. Moi, je m'amuse avec... Et d'abord, qu'est-ce que tu commercialises comme produit sur ce type de plateforme? Écoute, justement, je te raconte l'expérience. J'ai initialement choisi le print on demand parce que c'est un modèle parfait par rapport à ChatGPT, Midjourney. Tu vois, avec Midjourney, tu fais des super designs. Donc, c'est quoi le modèle économique le plus direct? C'est de vendre avec du POD. C'est pas coûteux, c'est efficace. Print on demand. Print on demand. Donc, on a poussé l'expérience plus loin. Donc, d'abord, en faisant plusieurs designs de chiens, donc les différentes races de chiens. Berger allemand, peu importe, Jack Russell. Moi, je demandais même à ChatGPT de voir sur les statistiques publiques aux États-Unis. Il y a une base de données qui s'appelle KNC, je pense, pour lister les races les plus populaires aux États-Unis. Très bien. Donc, moi, j'ai commencé avec une vingtaine, une trentaine. C'était kiffant, en fait, le fait de faire des designs sur Midjourney avec des concepts délirants. Et après, j'ai dû définir le nom de la marque. Au début, je ne savais pas. Mais toujours, moi, je programme ChatGPT. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu me fasses un jeu de mots, wordplay, qui va mixer entre le basket et les chiens. Et là, il me propose plein de choses. Et à chaque fois,
Quand je me rends compte que ce n'est pas le résultat que je veux, j'ajoute des inputs de ma part jusqu'à trouver ce que je veux. In fine, j'ai trouvé Basketballer, puis je fais le site web rapidement avec ChatGPT. Donc le contenu du site web, le copywriting et la structure. Ok, et tu dois en fait que la partie texte ou il te fait le code aussi du site web qui te permet de J'ai générer pas besoin de faire du code avec parce que ça sera pénible de créer tout le code avec ChatGPT. Il sait générer des bouts de code, mais ce qui est intéressant, c'est plus en mode structure, en mode template, en mode conseil, en mode copywriting. Donc moi, j'ai pu tirer profit de ses atouts. Mais tu crées des landing pages ou des sites entiers carrément avec ça? Écoute, si je vais créer un site entier, je vais commencer par lui dire voilà mon contexte, voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y a une méthodologie précise par rapport à ce type de contexte ou pas? Après, je vais lui dire ok, tu peux me donner une architecture web, les différentes pages, ce genre de choses. Donc oui, ça, il peut le faire bien. Mais après, pour l'exécution, je préfère donner ça à un humain. Voilà, à Upwork. En fait, ce que je peux faire avec ChatGPT dans le contexte du site web, c'est la structure ou bien le modèle logique du site. Je peux partir aussi sur du copywriting et puis je peux partir sur un cahier de charge. Je peux partir aussi sur le type font à utiliser, sur la police, sur le code de couleur. C'est ça, donc truc de type conseil, mais c'est à moi de le programmer. Je lui dis agis comme un expert en site web performant. Mine de rien, avec les plugins qu'il y a aujourd'hui, on peut donner un lien à ChatGPT. Donc, il y a un plugin qui s'appelle Linkreader, lecteur de liens. Donc, on va dire tout simplement, si je pars au baratextile.com ou la .ma, dis-moi comment est-ce que je peux monter le taux de conversion. Donc, dis-moi, voilà, donc analyse-moi le site web et agis comme un expert qui est habitué à performer des très beaux taux de conversion. Et liste-moi une dizaine, une vingtaine de critiques que je peux mettre en œuvre avec mon équipe afin de réitérer l'expérience de mon site web. Et il y a plein de youtubeurs qui ont parlé de ce type d'expérience. Ça donne vraiment des super résultats. Magnifique. Donc voilà, finalement, en fait, si tu veux, le Basketballers d'expérience, c'était de l'idée Ikigai jusqu'à un site web. Et il y a un deuxième chapitre, c'est pour le scaling. Là, c'est le 0 to 1. Après, on peut jouer sur ça arrive bientôt. Écoute, moi je suis prêt, tu vois. Après, quand on a une activité, une entreprise et une grosse vision, moi j'ai des partenaires extraordinaires sur ce projet. J'ai vu que j'ai plusieurs sur le projet. On est 4, mais on est plus que 4. On est toute une communauté. Mine de rien, on est 200 personnes aujourd'hui. Donc très très soudés, avec la même vision d'augmenter notre productivité grâce à l'IA. On a effectué 2 masterclass durant les 40 derniers jours. Donc votre objectif aujourd'hui principal, vraiment, c'est d'augmenter la productivité grâce à l'IA. C'est ça, exactement. C'est l'objectif principal de ce que vous proposez. Exactement. Après, ça se décline sous la forme de plusieurs produits différents, plusieurs thématiques différentes. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec la communauté. Nous, peut-être, on est des leaders dans notre domaine ici au Maroc. J'ai bien dit peut-être. Cela dit, on ne se positionne pas comme des experts en technologie. On est plus des crafters, des artisans. Moi, là-bas, je viens du domaine de l'artisanat marocain avec Mirati. On appelait notre communauté AI Crafters, donc les artisans de l'IA. Ça veut dire on ne crée pas l'IA, mais on utilise l'IA pour aller plus vite en artisanat. Ok. C'est un petit peu ça la vision. Et en artisanat, qu'est-ce que tu veux dire par artisanat? Dans tout type de projet, tu vas le faire manuellement, tu vois. Parce que là tu n'as pas besoin de 36 000 personnes pour te faire le job. Tu as beaucoup de data qui est assez fiable, qui est à disposition. Tu as des applications qui augmentent la capacité de ChatGPT, qui sont les plugins. Tu as des AI tools. Écoute, l'idée c'est infini, quoi. C'est énorme. C'est infini, mais l'idée aujourd'hui, c'est de s'habituer aux outils et de pratiquer au maximum afin de banaliser la chose. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aujourd'hui qui crée vraiment un fossé au niveau de la société? Les personnes qui vont vraiment s'y intéresser vont prendre un train que ceux qui ne s'y intéressent pas vont rater et créer un vrai gap dans la société? Bien sûr, bien sûr. Tu te rappelles de Cyr? On en avait parlé très il y a quelques bien, mois. Je me rappelle très bien. Tu te rappelles à quel point c'était rapide? Oui, c'était allé très vite. C'était en partie grâce à l'IA, parce que moi, mon histoire avec l'IA, c'est pas soudain j'ai voulu faire une plateforme donc, Cyr, de formation. c'était un jeu que tu voulais lancer suite à la Coupe du Monde. Exactement. Okay. Donc Cyr, c'était l'histoire de Cyr aussi, il est sympa parce que moi j'ai vu le match Maroc-France, j'ai vu les Marocains pleurer de joie, de tristesse, et j'ai vu la force du mot Cyr avec 3 I parce qu'il y avait des affiches publicitaires un petit peu partout. Donc il y avait des marques qui utilisaient Cyr. Je me suis dit tiens, est-ce que je peux voir, voilà, je vais trouver Cyr sur l'Empire qui est disponible. Je la trouve disponible en textile. Et il n'y a pas mieux que le textile pour un mot aussi puissant que Cyr parce que ça touche le mass market. Donc voilà, automatiquement, je ne savais pas ce que j'allais faire exactement avec, mais je savais que le mot était fort et puissant. En parallèle, je voyais tout ce qui se faisait avec l'IA, Midjourney, ChatGPT. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas combiner entre la puissance de ce mot et la puissance de calcul des outils IA pour faire un prototype rapide. Donc après, j'ai donné libre cours à ma créativité, mon imagination, et je voulais lancer ça très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais trop rapide pour mon équipe.
Et à un moment donné… Bah, dis-moi, quand je me posais avec toi et qu'on en discutait, c'était impressionnant. C'est-à-dire que ton cerveau, il allait à 3000 à l'heure et tu étais déjà 3 étapes devant pendant que nous, on était là, on était côté et c'était impressionnant, vraiment. C'était le problème qui s'est passé finalement. Et est-ce que l'IA t'a aidé justement à canaliser peut-être tout ça ou à aider peut-être tes équipes à rattraper un peu le temps Moi, je banalisais tellement la chose que je pensais que mon rythme n'était pas si compliqué à suivre parce que j'expliquais, tu vois. Donc, pendant ma montée en compétence, si tu veux, je disais voilà ce que je fais, voilà comment le faire. Après, moi, j'étais hyper motivé. Ça ne veut pas dire que les autres ils seront hyper motivés comme moi. Ils étaient motivés, mais c'est toujours question de vision. Moi, je voyais toujours ce qui allait venir après. À un moment donné, quand j'ai voulu pondre la marque et lui donner existence dans le vrai monde, j'ai trouvé que voilà, mon équipe n'avait pas suivi le rythme, tout ce qui est prototypage d'articles, etc. Et j'étais quasiment contraint de mettre ça on hold. Et ce qui s'est bien passé finalement, c'est que ce savoir-faire de création de contenu grâce à l'IA, il y a un ami qui me dit « Youssef, ça vaut de l'or » et je connais des gars qui se font beaucoup… Et c'est là où tu as été mis en contact avec 3 autres personnes, c'est ça? En fait, ce n'est pas les 3 du premier coup. J'ai commencé avec Morad, il m'a dit « Voilà Youssef, c'est super intéressant, moi je sais qu'il y a un très grand marché pour ça, je bosse avec des Américains qui font ça justement. Pourquoi ne pas lancer notre propre truc ?» Donc nos livres, nos formations sur la chose, donc destiné à un public plus ou moins majeur. Donc la cible ici, ce n'est pas les jeunes, mais c'est plutôt les 30-50, les 30-60, quelque chose comme ça. Après, il y a plusieurs segments. Donc on a commencé d'abord par créer un business en ligne avec l'IA, c'est l'expérience Barket Ballers. Puis on est passé à l'e-book. Et pendant cette période, là où on a lancé l'e-book, c'était en Ramadan. On a commencé les campagnes digitales sur Facebook, Instagram, ça marchait très bien en Allemagne, en Australie. Donc tu as vendu beaucoup à l'étranger? On a vendu 200 livres, 200 livres en l'espace de 2 semaines. Après, on a eu un problème de moyens de paiement parce que voilà, la devise n'était pas présente sur le compte à l'époque. Et pendant ce temps, j'ai fait la connaissance. En fait, j'ai rencontré l'un de mes partenaires sur Mirati, Mohsin, d'ici. Qui est italien, c'est ça? Non, c'est Younes. C'est Younes, quelqu'un d'autre. Mais Mohsin, en fait, Mohsin Khedissi, c'est un expert en termes de transformation numérique au Maroc avec son frère Zouhair. Et c'est mes partenaires sur Mirati aussi. Du coup, on a parlé un petit peu de tout ce qu'on fait avec l'IA. Il m'a dit, Youssef, tu sais quoi, on va bosser ensemble sur ça et on va faire bouger les choses. Et moi, je lui ai dit, bien sûr, il n'y a pas mieux qu'avoir ses propres partenaires pour faire quelque chose de nouveau. Parce que moi, à la base, j'aime bien capitaliser sur mes partenaires. Ça renforce les liens, tu sais sur qui tu peux compter. Donc voilà, on a foncé ensemble avec une masterclass physique au Maroc. J'ai vu, vous avez fait quoi, 2-3 week-ends maintenant de masterclass? On a fait 2 week-ends jusqu'à présent. C'est de la folie. J'ai vu, il y a du monde qui participe. Énorme. Et ça se passe au Technopark? La première, c'est au Technopark, il y avait 90 personnes. La deuxième, environ 90 également. Donc c'était à MDI, c'est près de Kazan-Ershor. Mais ce qui est génial, c'est l'énergie qui règne. Donc, et là, les personnes qui viennent te voir, parce que qui s'intéresse à l'IA aujourd'hui? Parce que des gens qui s'inscrivent à la monsieur tout le monde. Tu as des traders, tu as des étudiants, tu as des directeurs achats, tu as des CEO, tu as des stagiaires. Enfin, c'est un sujet public, tu vois. C'est magnifique. C'est génial, c'est génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Parce que tu as eu Kezako au début avec l'éducation, Mirati avec l'artisanat. Est-ce que tu gères encore aussi Kezako, Mirati? Ou est-ce que tu es à 100% sur la partie IA? Est-ce que tu as lié les trois c'est ça, j'ai lié parce que AI Crafter, ça veut dire artisan de l'IA, et je forme. Donc je fais du Mirati, du Kezako sur AI Crafter, tu vois, quelque part. Ok. C'est de la formation de toutes ces formes, voilà, hybride, que ce soit en ligne, offline. C'est aussi… Et de quelle manière tu utilises par exemple l'intelligence artificielle pour Mirati? Est-ce que Mirati aujourd'hui c'est quelque chose, c'est ta marque? C'est une marque de suitcase en cuir et faite haut de gamme, faite par des artisans au Maroc. De quelle manière tu arrives à utiliser l'intelligence artificielle pour développer Mirati au Maroc ou à l'étranger? Écoute, déjà l'intelligence artificielle c'est un catalyseur de création de contenu. Tu vois, ce que je peux faire en 100 heures, là je peux le faire en 10 heures, 5 heures, tu vois. Donc ça c'est énorme déjà. Énorme. Donc moi je profite de ma montée en compétence un petit peu sur ces outils-là pour former mes équipes. Et comme ça on avance en bloc. Moi je préfère aujourd'hui investir la formation plutôt qu'attaquer directement parce qu'une fois qu'on est tous prêts, là on peut faire une super attaque. Alors ça c'est le principe.
Après, sur Mirati, donc, comme je t'ai dit, création de contenu, c'est accéléré. Il n'y a pas que la création de contenu, en fait, il y a tous les process. Tu génères des samples, des échantillons de tes Ouais, malaises. j'ai fait ça sur Midjourney. C'est génial. D'ailleurs, j'avais publié quelque chose il y a quelques mois. Ça a connu un taux d'engagement énorme sur LinkedIn. Je te montrerai tout à l'heure. Ouais. Je sais pas, je pense 50 000 vues, un truc du genre. Énorme. Mais ce n'est pas l'usage principal que j'en fais. Alors, je te dis, aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas uniquement la création de contenu, c'est aussi les chatbots. À part les chatbots, tu as aussi l'automatisation de processus, donc des tâches routinières. Tout ce qui se répète, tu peux l'automatiser. Ça, je sais que tu adores ça parce que tu me montrais pas mal de logiciels aussi de productivité avec ClickUp, notamment avec MindMap. Oui, il y a un nouvel outil, il y a Excalibro. Je veux bien connaître ça parce que Xmind, tu m'avais. Il y a plein de nouveautés, frérot. Ah, c'est top, ça, c'est magnifique. Alors écoute, il y a l'automatisation des processus. Je te dis un exemple très très simple. Je peux aujourd'hui mettre en place une automatisation qui permet, et je vais faire exprès de ça, je vais dire automatisation, tu te reconnaîtras, voilà. C'est un ami que je taquine avec ça. Automatisation. Alors, on fait des automatisations qui permettent par exemple de récolter, de collecter en ligne des flux RSS, donc différents médias qui vont publier des informations, et de les mettre dans un fichier Excel ou dans un Airtable, puis envoyer tout ça à OpenAI afin de procéder au résumé de chaque article et de compresser tout ça sous la forme d'un newsletter, ce qu'on va envoyer à une communauté, tu vois. Ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Donc, ça, tu le fais avec une automatisation sur Google Sheet et ChatGPT, c'est le lien entre les deux, c'est ça? En fait, tu as des outils comme Make.com, comme Pipedream, comme Zapier qui permettent de lier plein d'applications entre elles. Et après, c'est question de créativité, de stratégie. Écoute, il faut vraiment... Elle existe cette newsletter qui résume tous ces articles-là ou pas? Oui, écoute, chauffe, ça c'est un exemple. Je peux te donner 1000 exemples qui sont tous réalisables. C'est énorme. Et même les exemples, je peux faire du few shots prompting avec ChatGPT. C'est-à-dire few shots prompting, c'est en fait dans tout ce qui est IA, il y a ce qu'on appelle le prompt engineering. Ouais. C'est l'art de donner les bonnes instructions au robot. L'IA, en fait, c'est de l'input et de l'output. Ce que tu vas lui donner et ce qu'il va te sortir derrière. En fait, si tu veux, je vais parler de ChatGPT, input-output, oui. Donc, pour ne pas dire des termes génériques, parce que je connais des gens qui vont juste chercher l'erreur là où elle est, tu vois. Moi, je suis personne, je ne m'y connais pas trop, je suis juste un pratiquant, c'est tout. Donc, un bon pratiquant. Je ne sais pas si je suis bon ou pas, après c'est à vous de me dire. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'il y a des manières de communiquer avec ChatGPT afin de sortir les meilleurs résultats possibles. Je te donne un exemple. D'ailleurs, je pourrais t'envoyer une mind map tout à l'heure qui résume tous ces exemples. Tu as le prompting inversé. Donc, à la place de parler directement à ChatGPT, à lui dire voilà ce que je veux faire, tu lui dis je veux faire ça, je veux que tu agisses comme un expert en ceci ou bien cela, et que tu me fasses une interview. Le temps que tu collectes suffisamment d'informations, là, tu me fais différentes propositions et on s'engage sur une voie parmi celles-ci. Là, on n'est pas sur du prompting direct, on est vraiment sur de la stratégie, sur essayer de bien faire les choses de la bonne manière. Et ça, c'est hyper important parce que derrière les outputs de ChatGPT ou l'API de OpenAI, il y a des humains, il y a des tactiques humaines. Donc l'important, c'est que l'humain soit intelligent dans le choix de sa tactique par rapport à chaque situation. Ça, c'est un exemple, c'est le prompting inversé. Ok. Tu as un autre exemple, c'est le few shots prompting. Par exemple, si je te dis chien, kelb. Exemple. Maintenant, fais la même chose. Chat, il va dire kelb. Et il va dire mouche. Ou bien il va dire kelb, normalement, tu vois. Mais le few shots prompting, moi, je préfère ne pas lui faire un seul shot. Je vais lui faire 2 shots. Je vais lui dire chien, kelb, chat, mouche. Okay. Je vais lui dire demain oiseau, il va me dire frch, par exemple, tu vois. Si tu donnes un, il y a des risques de... Peut-être confusion. Donc, il y a le few shot prompting, il y a le 0 shot prompting. Je vais lui dire pour tout ce que je vais te dire par la suite, tu traduis directement en arabe. Ça, c'est un prompting automatisé. Tu as aussi le prompting, on va dire, step-by-step guide. Donc, moi, j'ai envie d'installer Linux, Ubuntu sur mon ordinateur. Donne-moi un guide complet de A à Z, comment faire la chose. Il va te dire comment faire la chose. Par contre, si je vais te dire, du premier coup, je veux que tu me donnes le contenu de mon site web de t-shirt pour chien, il va commencer à te dire non, écoute, j'ai pas assez d'informations. Ou bien il va faire un truc trop générique pour être exploitable, tu vois. Donc c'est vraiment ça le concept du prompt engineering, parce que dans un volume élevé de requêtes qu'on va demander à l'API de OpenAI, ça charge. Donc là aujourd'hui, si tu veux faire une seule requête, c'est de l'ordre du millième de centime de dollar. Mais si tu vas faire des millions de requêtes, ça commence à chiffrer vite. Donc nous, si on veut garantir des résultats rentables, il
faut vraiment ramener des prompt engineers qui vont travailler sur ces systèmes. Après, là, aujourd'hui, on ne parle pas d'industrialisation ni quoi que ce soit à notre niveau. On est juste des artisans aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est creuser, chercher, trouver trouver des solutions, trouver des petits hacks, entre guillemets, que vous pouvez partager avec des communautés autour de vous pour les aider à progresser chacun dans leur domaine. Absolument. Pour aller même plus loin, on a des communautés de RH, donc ressources humaines, on a des communautés d'achat, d'experts achats, de marketeurs, de commerciaux. Donc chaque communauté, on peut vraiment travailler avec sur des use cases spécifiques et les mettre en relation. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes consultant pour ces gens-là ou est-ce que vous êtes, vous proposez, vous êtes créateur de contenu, vous aidez, vous êtes là pour progresser ou est-ce que vous êtes consultant? Écoute, je suis ni consultant, mais pas mal. Je l'attendais, tu vois, donc je l'ai préparé. Je suis ni consultant. Par contre, ce qu'on fait vraiment concrètement, c'est qu'on rassemble les personnes dans les mêmes groupes. Donc on a un groupe sur Basecamp. Chaque groupe, ça va pas dépasser 10 personnes. On leur donne on nomme un administrateur donc sur chaque groupe et avec l'administrateur, on fait un brainstorming sur les use cases super intéressants pour les HR et on va les mettre sur le challenge de la semaine et les gens ils vont travailler ensemble pour résoudre les challenges. Mais c'est quoi votre vision long terme du coup là-dessus? Parce que vous créez des communautés autour de vous, vous creusez dans l'AI, vous donnez de l'information aux gens qui sont autour de vous, vous formez des gens. Donc, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Est-ce que vous avez une vision spécifique par rapport à AI Crafters ou vous avancez au day-to-day? Je pense que tu as une idée derrière la tête. Elle ne veut pas sortir encore, mais elle est là. Non, je peux la sortir, il n'y a pas de problème. Après, ça peut me ramener des ennuis, mais je vais l'assumer. Je vais l'assumer, pas de problème. On est en train de construire la bombe nucléaire du bien. Ah, je savais que c'était ça. Bon, je ne sais pas comment ça va être pris. Non, mais sérieusement. Sérieusement, l'idée vraiment, c'est de vulgariser au maximum le AI augmented, si tu veux, professional. Okay. Donc, comment peut-on passer d'une personne qui a des processus, on va dire, plus ou moins classiques, parfois augmentés avec des outils tech, mais cette fois-ci vraiment à une personne qui parle le langage de l'IA facilement, afin de faire beaucoup plus de choses et maintenir une qualité et une éthique aussi derrière la chose. Donc l'idée vraiment, c'est l'IA, je la considère aujourd'hui comme de l'anglais. Donc je ne vais pas former des développeurs et des ingénieurs, je forme les citoyens, donc les personnes qui veulent augmenter leur productivité, à utiliser ces outils-là avec de la conscience et pour en faire des citoyens productifs, si tu veux. Très bien. Et est-ce que tu penses que demain, comme aujourd'hui, il y a des agences de com qui sont adaptées au fait qu'il y ait Internet, etc., qui font du marketing digital, demain, il peut y avoir des agences d'IA qui vont s'occuper d'automatiser les business des TPE, PME ou grandes entreprises dans la société? À mon avis, ce n'est même pas la peine de dire ça. Tu devrais commencer, frérot. Après, je démissionne demain de mon poste. Tu vois. Non, sérieux, oui, effectivement. Si tu veux, pour faire simple, peut-être que l'IA n'est pas assez précise aujourd'hui. Cela dit, il y a des chaînes de valeur où elle est très efficace. Avec le temps, on peut s'attendre à ce que ça se développe, d'accord? Donc moi, ma vision, elle est très très simple. Je ne suis pas un génie pour la clarifier. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui de manière plus ou moins ordinaire, on va le faire de manière AI augmented. C'est aussi simple que ça. Donc toutes les économies, toutes les industries s'orientent dans ce sens. Après, c'est question de conduite de changement. Il y a des civilisations qui vont aller plus vite, d'autres qui vont aller lentement. Mais à échelle individuelle, on ne peut pas se permettre de tarder pour faire la transition. Youssef, c'était une petite pause sympa, on a bien échangé. Bien sûr, comme d'habitude. Comme d'hab. Alors, j'aimerais bien si ça te va bien sûr, qu'on switch un peu sur la partie… tu as toujours eu un aspect social dans ta manière d'approcher le business. Avec Kezako, qui a été l'éducation au début. Puis dans la partie artisanale où tu as bossé avec des artisans. Et aujourd'hui, est-ce que le fait d'aller vers l'IA, tu maintiens aussi ce côté social ou de quelle manière? Et qu'est-ce qui est important pour toi derrière? Et quels ont été les freins auxquels tu as fait face? Il y a beaucoup de questions là-dedans, mais… Bien sûr, oui, c'est cool. Je vais improviser. Je te laisse tricoter, ok? Je vais improviser, c'est bon. J'ai compris le prompt. Je vais te faire l'output. Écoute. Parfait. Alors écoute, moi je dirais que à la base, je ne fais pas du business. À la base, je m'éclate, je m'amuse, tu vois. Donc je choisis toujours des missions qui me plaisent. Comme je t'avais dit tout à l'heure, Ikigai, je le faisais sans m'en rendre compte. Au début, c'était quoi l'histoire? C'est que sur Kezako, par exemple, moi, je n'arrivais pas à me fondre dans le milieu professionnel. Alors, Kezako, c'est une plateforme de formation, c'est ça? Oui, pour les lycéens. Pour les lycéens. Que j'ai fondé en 2013, aujourd'hui qui est détenu par mon partenaire Ahmed Hello, qui la gère. Depuis quelques semaines, je ne suis plus un membre actif donc, du board. Cela dit, je suis de très près les avancements que font Kezako. Alors Kezako, grosso modo, si tu veux, quand j'ai commencé, ça fait 10 ans,
Moi, mon problème, c'était que je n'arrivais pas à m'intégrer dans le monde professionnel dans mes premières expériences. Et j'ai commencé à chercher ma voie. Donc, je commençais à me poser des questions existentielles parce que j'étais vraiment frustré. Je n'étais pas à l'aise du tout, je n'étais pas du tout épanoui. Alors, j'ai automatiquement détecté mon potentiel. Je savais que j'étais très bon en maths. Tu n'étais pas à l'aise au lycée à la base? Écoute, prépa, si tu veux. Prépa. Ok. Prépa. J'étais très à l'aise, j'étais passionné. Mais j'ai jamais comment dirais-je, poussé la chose aussi loin que je le voulais vraiment. Parce que dans la vie, il y a des circonstances, il y a des choix, donc on doit assumer. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas retrouver le kiff des maths, donc le plaisir de... C'est ton ikigai là. Oui, c'est mon ikigai. Donc j'ai commencé à revisiter des problèmes compliqués des classes préparatoires et mon challenge, c'était de les simplifier au maximum afin d'être un super pédagogue. À l'époque, il y avait le problème. Donc il y avait des profs qui expliquaient des notions, mais c'était presque du chinois pour tout le monde. Donc moi, j'essaie vraiment d'adopter une démarche à l'américaine, donc tooling, Tu as un testing. exemple de concept que tu as pu, on va dire, démocratiser ou simplifier? Écoute, pour faire simple, un problème mathématique, par exemple, que connaissent les top 1 ou bien les ingénieurs, c'est la matrice de Van der Monde, par exemple. Bon, là, je reviens 20 ans en arrière. Mais la matrice de Van der Monde, par exemple, au début, quand j'étais fait prépa, je me souviens, la méthode de résolution, j'étais pas forcément convaincu. Est-ce que la démarche, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est spontané? Donc voilà, justement, généralement, les gens, ils allaient apprendre plus ou moins, ou bien ils allaient faire l'exercice plusieurs fois avant de comprendre la solution et la sauvegarder. Par contre, le fait de se retrouver avec un énoncé en ayant oublié comment résoudre le problème, moi, je l'avais fait 10 ans plus tard, parce que moi, j'étais en prépa en 2004 plutôt, 2005. Donc 10 ans plus tard, ou plutôt 9 ans plus tard, 8 ans plus tard, je n'avais pas forcément pratiqué beaucoup depuis les prépas. Et donc, il y avait toujours cette légitimité. Je suis quelqu'un qui ne fait plus les maths comme avant et qui va essayer de résoudre un problème de maths assez compliqué et à zéro. Donc moi, je voulais surtout transmettre la démarche didactique, problem solving. Et moi, je m'inspirais beaucoup des Américains parce que de la méthode, ils l'utilisent beaucoup. L'expérimentation avant de sortir une théorie. Donc beaucoup de pratiques pour faire la théorie. Alors que la méthodologie française, plus ou moins, c'est de la théorie à la pratique en général. Donc, si tu es un scientifique, tu vas pondre une idée de malade mental. Après, ici au Maroc, franchement, Zema, j'étais jamais convaincu du fait que les professeurs, ils nous transmettaient la bonne manière didactique, que ce soit en maths ou bien en physique. Donc, c'était plus comprendre le processus que de comprendre juste les étapes et d'appliquer bêtement les C'est étapes. C'est problem solving. C'est ça ce qui me stimulait surtout, c'est problem solving. Et du coup, moi, je m'amusais. Je n'étais pas que les maths à un moment donné. J'étais peut-être l'informatique, les mathématiques appliquées. Et à un moment donné, on se dit, tiens, c'est ce qu'on est en train de faire, pourquoi ne pas le mettre au service de l'apprenant marocain en descendant un petit peu au lycée? Et à partir de là, Kezaku s'est positionné en le lycée. Moi, Kezaku, je n'allais pas la monter si je n'avais pas le soutien de la communauté. Donc, depuis le début, je communiquais souvent sur mes médias sociaux et les gens, ils se montraient réactifs par rapport à mes publications. Ils montraient un petit peu leur soutien, ce qui m'a permis vraiment de me lancer, de remporter des prix au tout démarrage, ce qui nous a valu des partenariats avec Inouï, puis avec Orange. Franchement, c'était génial. Et j'étais passionné parce que la cause m'importait beaucoup, donc l'éducation quand même. L'objectif de Kezaku, c'était fournir des outils aux lycéens pour les aider à obtenir leur bac en leur proposant des leçons. En fait, au début, ce n'était pas vraiment ça. Au début, je voulais faire un truc communautaire, vraiment communautaire, dans le sens où j'allais vouloir former les gens à créer du contenu eux-mêmes et héberger tous ces contenus-là dans la même plateforme. Donc que les étudiants eux-mêmes créent du contenu. Pas que les étudiants, même des profs, même des citoyens ordinaires, tu vois, un petit peu comme un YouTube éducatif. C'était ça ma vision initiale en 2014. Donc si je tape la loi de Poisson sur Kezaku, que je trouve les différentes vidéos de chaque personne tu vas trouver la loi de Poisson, moi c'est moi qui l'ai faite sur YouTube. Okay. Maintenant je te la montre, comme ça on est bien d'accord mon frère. Et je t'envoie après, tu me dis que c'est bien expliqué ou pas. Excellent. C'est un bon exemple, j'aime bien, on est la même vibe frérot. Attends, c'est quelque chose dont je me rappelle. Je ne me rappelle plus les détails exactement, mais... Alors, loi de Poisson, on l'avait marqué. On va chercher comme ça. Bon, à l'époque j'étais numéro 2 le classement, c'est pas grave. Alors, Ok. Bon, la loi normale, elle va sortir en premier, mais je vais ajouter Kezaku là. Vas-y, Kezaku. La loi de Poisson, 120 000 vues, t'as vu? Ça fait 9 ans quand même.
Ça fait une décennie environ. Excellent. Et je faisais que ça, tu vois, loi de Poisson, espérance mathématique, loi normale, calcul de la variance. Et là, tu expliques dans les vidéos. Donc, Au début, je m'éclatais. Tu vois, au début, c'était pas pour le modèle économique de la chose, mais c'était plutôt pour mon plaisir personnel. Donc, cultiver cette passion, développer mes compétences. ça t'aide à mieux comprendre aussi les problématiques, ça te donnait une manière Ça plus me ludique. permettait de me sentir vivant, de me sentir impactant, de me sentir important in fine. Parce qu'au début, ce problème que j'avais, c'était que je ne me sentais pas du tout utile là où j'évoluais, alors que je savais que j'avais beaucoup d'énergie et que je pouvais en faire des choses pratiques, utiles. Et du coup, moi, je suis sorti du monde du salariat justement pour me sentir utile à la société. Je commençais par Kezaku. 5 ans plus tard, je me suis lancé sur Aldabak, c'était ma première marque de sac. Et Aldabak, typiquement, c'est monté avec la communauté. Donc, mes 100 premiers clients, je me suis pris en photo avec chacun d'entre eux. Et ça m'a fait un coup de buzz extraordinaire. Donc, tous les réseaux de tous Tu n'as mes pas eu clients. recours à du crowdfunding aussi j'ai Oui, cru. oui, j'avais recouru à l'époque à Woulouj. Woulouj, exact. C'est ce que j'ai Woulouj.com. vu. Ouais. Woulouj, l'idée c'était vraiment, je racontais mon histoire, je montrais le prototype. C'est de la précommande. Oui, c'était de la précommande. Après, je te cache pas que c'est pas les précommandes, c'est pas le Woulouj qui m'a permis plus ou moins de réussir ma campagne. Moi, ce que je faisais, je partais voir. Au début, j'étais mes amis. Je leur disais, les amis, vous m'achetez. Moi, je suis votre ami, tu vois. Donc, si c'est pas les amis d'abord qui va m'acheter C'est d'abord. ça. Et d'ailleurs, un ami, il est censé venir et pas demander un C'est prix. ça. Il est Et venu ils m'ont sans payer acheté. le prix fort. J'aurais fait un prix, pas de souci. Mais moi, qu'est-ce que je gagnais au encourager début? les amis. Non, moi, je gagnais des photos avec mes amis, tu vois, avec le sac et tout. Ça faisait de la pub. L'UGC. Et à un moment donné, les amis des amis, ils viennent. C'est vrai que l'ami de mon ami est mon ami, mais t'es pas mon ami là maintenant, tu vois. Donc je vais te vendre à 1500 dirhams. Tu vois, ça m'a permis de vendre son sac en l'espace d'un mois, 2 mois environ. Et c'était vraiment une success story. Moi, j'étais content parce que j'avais atteint mon objectif. Après, la suite, c'était un petit peu un petit drame, si tu veux, pour lancer Youssef. Parce que je me suis associé à un très bon ami à moi et ça a très très mal fonctionné. Alors que j'avais pas besoin du tout de m'associer avec. Et du coup, je me suis repris un an plus tard avec Mirati, qui était vraiment une formidable histoire. Mon héritage. Héritage et en même temps Mirati, on joue sur le mot à l'italienne pour donner une dimension internationale à la marque. Et une belle histoire avec un passage sur 2M qui a connu un grand succès. C'est vrai qu'il y avait des détracteurs qui critiquaient pourquoi il pleure, il veut nous manipuler ou quoi le gars. Mais il y avait des gens qui ont senti l'énergie et la vibe. Et on a créé une communauté. Et cette énergie, elle est, quand tu dis les émotions là, que tu as eues par rapport à ça, c'était lié à quoi? C'était à la difficulté du chemin? Écoute, c'était à la c'était lié à quoi trahison, si exactement? tu veux, de mon pote à l'époque. Tu vois, donc moi, pendant la scène, je parlais de l'histoire et à un moment donné, automatiquement, mon cerveau, il fait le lien avec le passage. Et automatiquement, je me retrouve en train de, pleurer. Flow émotionnel. Pleurer. Et c'est vrai qu'il y a deux personnages. Il y a le gars Youssef, il y a Youssef le pur qui a pleuré, il y a le marketeur à l'intérieur, tu vois. Le marketeur, il me dit « yes !» Et le gars sensible me dit « bon, ok, c'est bon, continue. » Tu vois. Et du coup, moi, je savais très bien que c'était très intéressant d'un point de vue storytelling d'être authentique sur le coup. Mais vraiment, ce n'était pas du tout prévu. Moi, je me donne toujours naturellement, et je sais très bien quand on se donne naturellement, comme Regragui le dit si bien, dirou niya ou sir. Voilà, ça marche. Ça marche quand tu fais ta niya parce que les gens aussi, c'est vrai qu'il y a de l'importance à ce que tu dis, les propos que tu avances, mais ce qui est le plus important, c'est ton body language, ton énonciation et in fine ton énergie. Donc moi j'ai compris ça. Et du coup, pour moi, le business, c'est business. C'est des bisous aux gens, quoi, tu vois, c'est tranquille. Excellent. Excellent. Donc on peut faire du business en toute sympathie. En mode bisounours, quoi, tu vois. Sans faire du mal aux autres. Bisounours, voilà, c'est tranquille. Excellent. Et du coup, la dimension sociale dans Kezako, est-ce qu'il y avait une dimension par rapport à l'éducation, le fait de se dire que si jamais je fournis un peu tout ce contenu-là aux personnes qui vont le consommer, ça va les aider à grandir? Bien sûr, bien sûr. Ça va aider la société marocaine quelque part aussi, Bien mon pays? sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, c'était le leitmotiv, si tu veux, parce que quand c'est difficile, quand financièrement c'est compliqué de faire avancer les choses, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Alors, personnellement, j'ai gagné des centaines de milliers de remerciements. Alhamdoulilah, Dieu merci, tu vois. C'était pas des dollars alors? Non. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à vouloir avoir une vision spécifique qui a été bloquée par le développement du marché? Ou est-ce que pour toi, c'est un projet qui a abouti, qui va exactement là où tu as envie et que, voilà, en gros, tu es là où tu veux aujourd'hui avec Kezako? Écoute, je ne peux pas te dire que je suis là où je veux exactement, mais je peux te dire que j'ai appris toutes les leçons possibles et imaginables grâce à Kezako. Donc, Youssef d'aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Kezako aussi. Du coup, moi, je positivise toujours parce que, in fine, c'est moi le responsable de la réussite ou non de mes initiatives. Aujourd'hui, Kezako, il a une équipe qui est très très engagée dessus, qui fait avancer les choses. Mais personnellement, en tant que Youssef, mes projets. Moi, je suis pragmatique. Je veux être heureux et je veux rentabiliser mes efforts et mon temps. C'est tout.
Après, si par pragmatisme, je dois dire au revoir à une partie de mes affaires ou une partie de mes contacts, j'ai pas de problème. Le bonheur d'abord. Le reste, c'est secondaire. Ok. C'était une belle phrase, ça. Bah ouais, franchement, avec beaucoup d'entrepreneuriat, et quand tu es à fond dans le truc, tu deviens focalisé sur l'essentiel parce que tu vas te dire, à un certain moment, quand tu as cette résilience, on va dire, quand tu sais ce que tu fais, tu vas te dire, j'ai pas tout le temps du monde, donc je dois commencer à faire des choix et des choix tranchants et comment tu fais difficiles. par rapport à ça? Parce que moi, je me retrouve aussi, devant moi, j'ai envie d'apprendre 100 000 choses. Et je me dis, il faut que tu priorises, Dan. Tu peux pas écouter deux podcasts différents en même temps de l'oreille droite et de l'oreille gauche. Écoute, Tu peux pas lire trois bouquins en même temps. commence par apprendre l'IA, parce que déjà avec l'IA, le podcast, tu lui demandes de te le résumer, ChatGPT, plugin, Direct. tranquille. Wallah. Tu envoies le lien et il te résume. Je te montre tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de mettre un lien à LinkedIn. Il m'a dit, je lis plus les. Non, si, il y a Linkreader. Le Linkreader, c'est un plugin sur GPT-4. Écoute, tout à l'heure, on va voir. Mais ça, c'était la blague autour de l'IA. Concrètement, l'IA, ça te permet de faire plus de choses rapidement, mais in fine, c'est toi. Comment tu priorises aujourd'hui en termes d'apprentissage? C'est simple. Moi, je suis un apprenti sage. Voilà. Voilà. Voilà, le meilleur apprentissage, c'est la formule de l'apprenti sage. À la fois, tu es compétent, tu es expérimenté, tout ce que tu veux, mais en même temps, super humble. Et en même temps, pied sur terre, main sur le clavier, tête dans les étoiles. Tu vois, tout. Tu dois te connecter toutes les différentes dimensions. C'est quoi qui fait le lien entre tout ça? Écoute, le lien entre tout ça, c'est l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il veut exactement? Comment est-ce qu'il se projette? Et il faut le suivre et le protéger, et le cultiver. Et si on est smart, on va savoir bâtir une communauté autour, une équipe autour, une famille autour, et suivre finalement que les valeurs. Finalement, Youssef, quand on le suit, c'est pas ce corps qu'on suit, c'est les valeurs qu'il représente. Magnifique. C'est top, Youssef. Franchement, chapeau, respect pour ton histoire là. Ça fait plaisir à écouter. Moi, j'ai pas le choix, frérot. Je dois réussir ce que je fais. J'ai pas le temps à perdre. Et du coup, comment tu définis un entrepreneur, toi, aujourd'hui? Si tu devais définir un entrepreneur, ça serait quoi pour toi? Parce que tu as cette expérience, tu as trois fortes expériences entrepreneuriales aujourd'hui. Qu'est-ce qui définit l'entrepreneur en soi? J'ai eu une définition de Nabil Sipsi au premier épisode. Je te la donnerai après si tu veux. Écoute, l'entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui peut développer une vision. Donc, il a une vision, il sait ce qu'il est en train de faire, ou là, il sait au moins ce qui le drive. C'est une personne d'abord qui va essayer de se connaître elle-même. Généralement, les entrepreneurs, ils ont un mal. C'est ce qui leur permet de faire le premier pas. Donc, et sortir un petit peu de leur zone de confort. Bah, écoute, l'entrepreneur, c'est une personne déjà qui est focus sur sa vision et qui a cette capacité à se développer et pour parvenir à sa vision. Et dans ce chemin, il y a beaucoup de compétences à développer. Il y a du pragmatisme, il y a du problem solving, il y a de la créativité, il y a le social. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, le pourquoi, c'est la motivation déjà, d'accord? Donc, quand on est motivé, on devient automatiquement résilient. Et quand on a la capacité à se développer, on devient vraiment productif. On peut créer, on passe au monde. Et quand on sait ses fautes, on va apprendre à se connaître et on va analyser avec le temps là où on a été le plus performant, ce que les gens ont vu en nous, qu'on n'avait pas la faculté de voir nous-mêmes en nous. À travers toute cette data et toutes ces expériences, on peut être plus lucide par rapport à ce qui nous rend c'est top. Heureux et productif. Et personnellement, moi, je bosse plus, je suis zen, je m'amuse toute la journée. C'est vrai que je suis actif. Parce que tu aimes ce que tu fais, c'est ça? Je kiffe. Non, je ne cherche pas. Je ne me mets pas de pression, zéro. Je ne me mets pas de pression. Avant, je me mettais de la pression parce que je devais évoluer. Et pour évoluer, il faut se battre. Tu vois, il faut se battre, quitte à perdre le combat. Il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre. Pourquoi j'ai perdu le combat? Moi, au début, j'avais des assurances par rapport à certaines choses, certaines de mes compétences, oui. Mais il y avait toujours du risque. Et moi, je voulais prendre le risque parce que le risque fait grandir. Soit il va te casser, soit il va te permettre de grandir. Là, à un moment donné, je comprends. OK, j'ai pris assez de risques. J'ai acquis plein d'expériences. Là, je reviens dans ma zone de force. Éducation, communauté et fun, technologie. Mais alors, quelle a été cette transition? Parce que, il y a du monde, on va dire, beaucoup de gens qui sont dans cette phase-là de se dire quelles sont mes forces? Est-ce que je me connais réellement? Qu'est-ce qui va faire que je fais ce que j'aime? Si je dois aller faire ce que j'aime, je dois quitter ce que j'ai déjà. Quelle est cette force-là qui te permet de faire la transition? Quelle est cette… Tu vois, moi, je pense que c'est la frustration, tu vois. La frustration, si tu la laisses germer, ben, tu vas mourir, quoi, tu vois. Au moins, quand tu en es conscient, tu es frustré, écoute, fais-toi du bien et sors de cette frustration et pars à la quête de toi-même. Et ce n'est pas tout le monde qui va le faire, bien évidemment. En tout cas, les gens qui ont cette capacité de le faire, n'hésitez pas et ne retardez pas l'inévitable.
Donc aller vers une autre personne, une autre version de toi-même en gros. Une meilleure version, plus heureuse, mais quitte à prendre du risque. Aujourd'hui tu en parles parce que tu le maîtrises, tu maîtrises cette partie-là. Tu sais que tu es arrivé à un endroit où tu as cette maîtrise. Tu sais que tu es arrivé à un endroit où tu as galéré. Tu as galéré par le passé, tu as fait face à des complications, tu as fait face à des difficultés. Tu as fait face au marché aussi, tu as fait face à, je sais pas si le réseau aussi, le fait d'avoir un réseau au Maroc est quelque chose d'hyper important. Je sais pas si toi tu as pu bénéficier aussi de ce réseau-là pour arriver là où tu en es, ou est-ce que c'est des choses contre lesquelles tu as dû te battre. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à identifier ces facteurs qui vont te faire avancer? Toi, comment tu as identifié, toi Youssef, que tu étais quelqu'un qui était fort dans cette zone-là? Comment tu as identifié ces forces-là? Ça vient avec l'expérimentation, tout simplement. Le plus on s'expérimente sur des nouvelles expériences, des nouvelles aventures, et si on a cette faculté-là à s'autocritiquer, à se remettre en question, à faire d'introspection régulièrement, ben, on sort avec on sort avec un message que notre voix intérieure, elle comprend, c'est bon. Donc on se dit, ok, je sais, tu as raison, c'est bon, c'est ce que je dois faire. C'est de la logique, c'est de l'expérience et c'est aussi de la foi, beaucoup de foi. Parce que généralement, les vraies réponses, tu ne vas pas les trouver devant toi. Tu dois vraiment faire confiance à ton instinct. Alors, je retiens deux choses, franchement, dans ce que tu me dis qui sont top. C'est nouvelle aventure et remise en question. Parce que nouvelle aventure, concrètement, tu dois faire face à des situations imprévues, à des situations que tu ne connais pas par le passé, qui du coup vont te faire réagir ou agir d'une certaine manière que tu peux identifier comme étant un pattern par rapport aux réussites de ta vie. C'est ça. Et si tu veux, moi, j'ai un principe très très simple. Moi, je cherche à être heureux et performant. Donc, heureux en choisissant des thématiques qui me rendent naturellement heureux. Et performant en identifiant là où je peux apporter un max de valeur ajoutée pour lancer un prototype, un MVP et commencer à faire tourner l'activité. Ouais, écoute, avec le temps, on doit apprendre à être plus focus et plus pragmatique. C'est bon. Clairement. Et tu as fait face à ces problèmes dont je te parlais tout à l'heure de la société marocaine où tout est cloisonné, où c'est pas évident par rapport au réseau? Bien sûr. Après, je ne vais pas rester dans les sentiers battus. Je ne vais pas te dire que tout le monde est comme ça. Moi, j'ai aussi bénéficié de la bienveillance de pas mal de personnes qui me dépassaient en expérience. J'ai été même accompagné pendant de nombreuses années par des entreprises ici au Maroc afin de faire réussir mes projets. Donc dans Orange, il y a eu aussi un directeur d'une radio nationale qui m'a épaulé depuis les premiers mois de mon activité sur Kezako en l'occurrence. Alhamdoulilah, moi je communique et quand on communique, on peut parler à 1%, à 2%, à 0,5% des gens qui vont nous contacter pour être bienveillants avec nous, tu vois. Je ne dis pas que juste 0,5% ils seront bienveillants, souvent beaucoup plus. Mais 0,5%, ils vont passer à l'action avec des actes concrets, tu vois. Donc la communication, c'était quelque chose que j'avais toujours appliqué parce que je sais très bien que quand on communique, ben c'est un message, ça peut retentir dans l'esprit de quelqu'un et ça peut le driver à l'action. Donc quand on est conscient de la force de la communication, c'est aussi une super compétence. Donc tu peux ajouter aussi la communication en early stage, le storytelling, tu embarques les gens dans ton aventure. Voilà. Donc c'est réussir à convaincre les personnes, même pas réussir à les convaincre, c'est en leur parlant que c'est la confiance, c'est la confiance et c'est aussi pour la personne. Que ton discours les touche, quoi, que ton discours, ils sont sensibles à ce que tu leur dis. C'est ça. Et ça, c'est ce qui t'a permis de ramasser autour de toi certaines personnes qui t'ont aidé aussi à dépasser certaines épreuves. J'ai mis en avant, si tu veux, ma personnalité, mon caractère, tu vois. Donc c'est pas le produit qui compte, mais c'est celui qui est le vecteur du produit. Tes trois mots principaux, ton caractère, tes trois forces principales. Trois forces principales. Tu te connais bien maintenant. Écoute, c'est simple, je vais te dire fou. Ouais. Youssef fou. Je vais te dire, social, très social, voilà. Je vais te dire, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Fou et social, c'est les principaux, je pense. On va demander à Dieu merci, c'est quoi le troisième? Humain. Mais social, ça rejoint social, donc dis un troisième à part social. Tu peux rien dire sur moi? Franchement, Dieu merci. T'es pas Dieu merci là, t'es l'erfarlik là, tu vois, c'est pas grave. Donc, alors je vais ajouter un troisième, je vais te dire, je dirais challenger, j'adore la compétition. Ouais, ça franchement, j'adore la compétition depuis tout petit. Tu adores la compétition et tu as cette envie d'avancer de manière assez phénoménale parce que tu es capable de fournir le travail de 3 mois, tu es capable de le faire en 3 jours. Je sais pas comment tu fais. C'est question de mood. Ouais. Quand j'ai le mood, j'ai la vibe. J'ai un peu avec toi, mais voilà, tu vas à une vitesse juste paranormale. Je dis pas pour te lancer des fleurs, je dis juste parce que je l'ai expérimenté. Dieu merci, Dieu merci. Ouais, Dieu merci, vraiment. Comme ça, voilà, tu vois. Du coup, Dieu merci va nous faire des reels après, des stories. Ouais. Excellent, tu partageras avec nous le contenu. Dieu merci, aujourd'hui, c'est pas stagiaire et crafter, c'est stagiaire LNT, tu vois. Ok. Voilà, c'est pour les coulisses. Très bien, donc il nous enverra pour LNT aussi. C'est ça. C'est top.
Youssef, comment tu progresses? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes des choses? Est-ce que tu as des choses spécifiques que tu fais au quotidien pour progresser? Ce qui me permet de progresser, c'est mes objectifs. Donc à chaque fois, je dois les réaliser. Et s'il faut que je fasse des choses nouvelles pour les réaliser, je les fais sans hésiter. Je reste sur mes points forts, à savoir la stratégie, la tactique, la formation en interne, tu vois, pour monter en productivité mon équipe. Et je joue beaucoup sur mon leadership aussi, donc en donnant un maximum à ma communauté. Donc ça me permet de me renforcer jour après jour. C'est du karma. Donc le plus tu donnes, tu reçois. Mais avec une communauté que tu fédères, que tu nourris et dont tu prends soin. Donc tu progresses beaucoup avec les autres en fait, avec des miroirs en face de toi aussi. Et tu sais, j'ai beaucoup perdu du temps avec des gens aussi, parce qu'à force de vouloir faire du bien partout, des fois tu tombes sur des coquilles vides, et voilà tout le temps que tu as investi. Mais au moins ça t'apprend à te dire, ok, pas tout le monde mérite mon temps. Et avec le temps, j'ai appris un petit peu à filtrer. Je souhaite toujours rester généreux, je souhaite toujours être une personne authentique avec son sens du partage, mais en même temps, je ne vais plus perdre mon temps avec les petits camps. C'est clair. Donc là, maintenant, tu sais où prioriser. Et tu arrives à identifier en amont maintenant, ou là, c'est encore quelque chose que tu pourras te faire prendre à ce jeu-là? C'est question d'énergie, c'est tout. Hein. Okay, quand je sens la vibe, c'est bon. Quand je ne sens pas la vibe, c'est bon. Ok. Et au quotidien, une journée type de Youssef, ça ressemble à quoi? Demande à Dieu merci, c'est quoi? On la passe où la journée? Vous allez être surpris, c'est le garage. Dans le garage. Et on appelle comment le garage? Le garage, c'est AI Garage. Voilà. AI Garage. Donc c'est ton endroit, celui pas loin de Beau Séjour, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est près de Beau Séjour, c'est à Résidence Nadia. Okay. Et on peut te rendre visite dans ton garage. Bien sûr, marhaba. D'ailleurs, on n'appelle pas que le AI Garage, on appelle aussi Zawiya al-Ghalmiya. C'est comme une Zawiya, tu vois, il y a des jeunes qui viennent, ils veulent apprendre, tu vois. Énorme. C'est génial parce que ça rappelle aussi la culture marocaine, tu vois. À l'époque, les parents, ils envoyaient leurs enfants dans une Zawiya pour qu'ils apprennent à lire le Coran, bien faire des choses spécifiques. Nous, aujourd'hui, vraiment, les jeunes, ils viennent pour apprendre à crafter, à apprendre à devenir des artisans, à être plus productifs. Et tu accueilles tous les jeunes? Impossible d'accueillir tout le monde. Le garage, il n'est pas énorme. Il fait à peine la moitié du bar à taxi, tu vois. Si je suis généreux avec sa superficie. Cela dit, même si on n'est pas présent dans le AI Garage, on peut le faire à travers Google Meet. Donc, typiquement, je peux être avec Dieu merci, Ahmed Si Mohamed. Et de l'autre côté du Maroc, enfin de Casablanca, tu as Youssoufia, tu as Barchid, tu as Ouazzam, tu as Agadir, tu as des jeunes. Et ça, c'est génial. C'est ce qui me fait kiffer le plus. C'est le fait que voilà, je vis ces histoires avec des jeunes et ça les nourrit aussi. Et ça te fait grandir aussi. Bien sûr, c'est l'essentiel. Je pense que c'est une belle phrase pour clôturer si tu veux. notre podcast. Je pourrais discuter encore des heures, hein, j'ai encore plein de choses. D'habitude, j'aime bien finir sur un jeu de mots, mais c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. C'est je vrai? sais pas si tu en as un. Je sais pas si j'en ai un, alors je peux te dire un. Vas-y. Alors, moi, Dieu merci, typiquement, on passe nos journées au garage, loin du haraj, bidon haraj. Voilà. Magnifique. Et c'est là qu'on entretient la rage, en tout courage. Bon, c'est bon, je m'écrase. Je m'écrase. Voilà. Ouais, c'était mieux comme ça. Super, Youssef. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, Dan, merci top, à toi. Et merci pour l'échange. C'est quand tu veux. Super enrichissant. C'est quand tu veux, frère. Enrichissant.